Le Conseil économique et social a clos sa deuxième session ordinaire de l'année 2023. Les travaux qui avaient débuté le 10 octobre dernier ont permis aux acteurs de formuler des recommandations en vue d'améliorer la qualité des infrastructures publiques au Burkina. Réforme curriculaire au Burkina, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu à Ziaré pour constater l'état d'avancement des travaux de rédaction en endogène des manuels scolaires et guides pédagogiques. Après avoir visité les ateliers et échangé avec les équipes de rédaction, c'est un ministre satisfait que vous entendrez dans ce 20h. Le procès de l'affaire dite Charbon-Fin se poursuit. Les débats étaient houleux au tribunal de grande instance Ouaga 1. Les experts judiciaires sont passés à la barre pour répondre au professeur Arsène Yonli qui conteste certaines informations contenues dans le rapport d'expertise. Le compte-rendu du procès dans un instant. Bonsoir, merci de nous suivre. Ouvert le 10 octobre dernier, la deuxième session ordinaire de l'année 2023 du Conseil économique et social a connu son épilogue ce lundi 6 novembre. Cette session qui a eu pour thème problématique de la qualité des infrastructures publiques au Burkina a permis aux conseillers de procéder à une analyse approfondie de la problématique et formuler des recommandations à l'endroit des différents acteurs concernés, des recommandations en vue d'améliorer la qualité des infrastructures publiques. La clôture des travaux avec Sanata Siri. 4 semaines durant, les conseillers du Conseil économique et social CES se sont réunis pour échanger sur la problématique de la qualité des infrastructures publiques au Burkina Faso. Il s'est agi au cours des travaux de procéder à une analyse approfondie de la problématique, ce afin de trouver des solutions idoines. Pour les conseillers du CES, la corruption est un phénomène présent dans les différentes phases de réalisation des infrastructures publiques, ce qui explique en grande partie la mauvaise qualité des infrastructures. Selon le rapport de synthèse de cette session, il ressort que la mauvaise qualité des infrastructures publiques est due également au non-respect du plan d'assurance qualité pour la réalisation d'infrastructures durables et à l'insuffisance et l'inefficacité des sanctions. Pour le président du CES, Bonaventure Ouedraogo, cette session a tenu toutes ses promesses. Pour nous, les travaux se sont très bien passés. Nous avons eu un document de base qui était à la hauteur donc, de nos attentes. Nous avons eu de très bonnes communications qui nous ont permis de rentrer plus en profondeur dans le sujet et de pouvoir formuler des recommandations idoines. Et les conseillers dans leur ensemble se sont effectivement donnés. Ils ont mis le meilleur de nous-mêmes et c'est la raison pour laquelle je disais que nous avons relevé de défis, nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Les travaux se sont déroulés en plénière et en commission et ce sont au total 6 sous-thèmes qui ont été développés lors de cette session. Des communications qui ont permis aux conseillers de soulever des préoccupations et formuler à l'issue des travaux des recommandations pertinentes à l'endroit de l'État, des entreprises du BTP et des utilisateurs. Et les recommandations à l'endroit de l'État ont pour but de permettre à l'État de prendre des décisions sereines et fortes pour que nous puissions avoir des infrastructures de qualité dans notre pays. Nous avons fait aussi des recommandations qui s'adressent aux acteurs du BTP pour à leur niveau aussi faire un certain nombre d'observations et dégager en tout cas des conduites à tenir pour que nous puissions également avoir des infrastructures de qualité. Nous nous sommes intéressés aussi aux bénéficiaires et c'est là que nous avons parlé de veille citoyenne et aussi d'implication en tout cas de tous les acteurs pour que les travaux se fassent généralement très bien. Cette deuxième session ordinaire, faut-il le rappeler, s'est tenue du 10 octobre au 6 novembre 2023 à Ouagadougou. Elle a connu la participation effective des 90 conseillers issus de 32 secteurs d'activité socio-professionnelle. L'ensemble des recommandations formulées lors de cette session seront transmises au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est en pleine réforme curriculaire pour adapter les manuels scolaires et guides pédagogiques aux réalités nationales. Une équipe est installée à Zienré dans le plateau central pour rédiger en endogène des manuels scolaires et guides pédagogiques de français et de mathématiques des classes de 5e et de 4e. Ce mardi 7 novembre, le ministre Joseph André Ouédraogo est allé constater l'état d'avancement des travaux après avoir visité les ateliers et échangé avec les équipes de rédaction. C'est un ministre satisfait qui s'exprime dans ce compte-rendu signé Mamidriana Kamabou. C'est une visite dans le plateau central à Zignaré qui a pour objectif de constater de visu l'état d'avancement des travaux de rédaction des manuels scolaires et guides pédagogiques. Le ministre en charge de l'Éducation nationale a débuté sa visite par l'équipe de rédaction des manuels scolaires de mathématiques. Composé de 19 mathématiciens, chacun de ces experts entend donner une réponse au rejet de mathématiques de nos jours par les apprenants. Momoni Ouetraogo, inspecteur de mathématiques, donne les avantages de ces manuels scolaires dits endogènes. Nous devrons produire le document à l'image du public cible. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la démarche de l'APC, c'est-à-dire l'approche par les compétences, qui consiste à rentrer en rupture avec le classique, qui consiste à produire des documents de manière à ce que l'enfant soit capable d'utiliser les connaissances apprises en classe pour résoudre en un mot les problèmes qu'il rencontre dans la vie courante. Et donc la rédaction de ces manuels-là vise un peu ces objectifs-là. Bien entendu, il y a des documents qui sont sur le terrain, il y a des manuels qui sont disponibles sur le terrain, mais ça ne cadre pas avec la réalité aujourd'hui. Depuis 2 ans, le Centre national des manuels et fournitures scolaires, CENAMAF, s'est engagé dans le processus de l'édition endogène des manuels scolaires. Une solution qui présente des avantages aussi bien chez les apprenants que chez les enseignants. La particularité de cette approche, selon la directrice de l'édition et de la production des manuels et fournitures scolaires, est la situation d'intégration. Avant, les enseignements étaient épars. Voilà, l'enseignant se contentait de donner le cours, donner les notions, donner les exercices, les corriger, mais il n'y avait pas une intégration. L'APC offre une occasion à l'enseignant d'intégrer, de mobiliser les savoirs de l'élève pour résoudre, je répète, un problème de situation, un problème de vie. Après la visite de ces 2 ateliers, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il y en a déjà pratiquement sur la place du marché des manuels d'anglais de 4e et 3e qui ont été rédigés par des professeurs et des inspecteurs burkinabés. Et sans être un spécialiste de cette discipline, tu sais que ce sont des manuels de qualité. Et il en sera ainsi pour les mathématiques et le français. Ça, j'en suis convaincu parce que nous avons un personnel de qualité pour un tel travail. Je suis satisfait car, voyez-vous, c'est un travail intellectuel qui demande beaucoup de minutie, beaucoup de prudence. En tout cas, ce que je viens de voir me donne entière satisfaction. Quant à une issue heureuse de la rédaction de ces manuels par des Burkinabés. Ces manuels scolaires seront reproduits en quantité suffisante et mis à la disposition des élèves et des enseignants, a laissé entendre Rose-Marie Balima. À noter que les manuels déjà vendus sur le marché vont être progressivement retirés. Le ministre chargé des Finances, lui, a effectué une visite sur les sites des unités économiques financées par le Fonds burkinabé de développement économique et social implantés dans les régions du centre et du plateau central. Accompagné des premiers responsables du fonds, Aboubakar Nakanabo est allé constater du visu les réalisations des différentes entreprises et encourager les différents promoteurs. Cette sortie était aussi l'occasion de recueillir les difficultés auxquelles ils font face. Le point de la tournée est signé Bourema Amadou. Accompagné des premiers responsables du Fonds burkinabé de développement économique et social, Dr Aboubakar Nakanabo, ministre en charge de l'économie, a effectué une visite à des unités économiques financées par les FBDS. Ce sont Nana Technologies, entreprise qui offre des solutions avancées d'imagerie aérienne,
Le centre de formation professionnelle innovation textile évoluant dans la production et la commercialisation de pain tissé, l'unité de production d'assistants énergétiques ruraux, l'entreprise Feuilles Fraîches et Clean qui évolue dans la transformation des feuilles potagères en pré-cuits surgelés, Yenega Agroalimentaire spécialisée dans la transformation de la pâte de manioc en atiéké et l'entreprise Mama Production. Toutes ces unités économiques ont reçu l'accompagnement du FBDS pour accroître leur production ou pour innover dans leurs réalisations. Pour les bénéficiaires, ces financements ont été d'un apport considérable. Les réalisations que vous voyez aujourd'hui, nous avons essayé de changer les donnes du secteur du tissage qui était vraiment à apprendre sur le tas et se débrouiller comme on peut. Nous avons voulu changer la donne en la professionnalisant. Sans le financement, peut-être on n'aurait pas l'unité maintenant, parce que bon, ça nous a permis d'acheter les machines qu'il faut et puis de pouvoir se préparer à commencer en début d'année les activités de production. C'est vraiment à travers le programme CHAL que nous avons pu installer cette unité de transformation pour pouvoir essayer de moderniser le système et également apporter une nouvelle source de revenus au Burkina Faso. Le prix m'a beaucoup aidé à développer mon entreprise et à créer aussi beaucoup d'emplois. Et aussi, ça m'a aidé d'améliorer beaucoup de compétitivité. À travers cette visite, Dr Aboubakar Nakanabou a pu voir de visu les réalisations de ces différentes entreprises. Les promoteurs ont salué la démarche, mais ont également saisi l'occasion pour exposer leurs doléances au ministre en charge des Finances et aux responsables du Fonds burkinabé de développement économique et social. Pour Aboubakar Nakanabou, toutes ces entreprises ont du potentiel qu'il faut soutenir. Donc l'accompagnement de l'État à travers le FBDS est nécessaire pour accompagner ces unités économiques. Ce matin, les entreprises que nous avons visitées nous confortent dans l'idée que le Fonds burkinabé de développement économique et social a un très grand rôle à jouer, même si les moyens sont limités. Le peu de moyens mis à la disposition de ces entreprises, on voit vraiment l'impact en termes de création de valeur ajoutée, l'impact en termes de création d'emplois, l'impact en termes de développement des entreprises. Et quand on regarde cela, c'est vraiment une satisfaction et ça nous renforce dans l'idée qu'il faut continuer à faire davantage pour accompagner ces entreprises pour qu'elles puissent jouer leur rôle dans le développement économique et social du Burkina Faso. Pour Célestin Sanon, président du conseil d'administration du FBDS, les différentes unités visitées sont assez performantes, même si elles nécessitent quelques ajustements. Pour lui, les efforts consentis par les différents promoteurs sont à saluer. Par conséquent, il rassure que le FBDS se tiendra aux côtés de ces entreprises pour plus de professionnalisme. Les échanges que nous avons eus avec ces promoteurs-là, c'est dire que nous sommes toujours disponibles à les accompagner. Nous attendons à ce que, en tout cas, des plans de développement nous parviennent et que nous allons analyser et voir dans quelle mesure, en tout cas, le Fonds burkinabé toujours peut être à leur côté, à côté des autres structures, notamment de financement, les banques, les SFD, en tout cas pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui sont d'un intérêt important pour le Burkina Faso. Chacune de ces entreprises est soutenue par les FBDS à travers un apport soit sous forme de prise de participation ou de crédit sous forme de compte courant associé. Le ministre a rassuré les promoteurs de se pencher sur leurs doléances dans la mesure du possible. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples dénonce lui aussi les récentes réquisitions faites par le gouvernement de la transition. Son secrétaire général adjoint parle de violation du décret portant mobilisation générale, notamment son article 5. Christophe Bado s'exprime dans ce reportage que nous propose Alexis Winkouni Belemnaba. Suivons ensemble. Ce décret portant mobilisation générale et de mise en garde assez noble qui devrait permettre au pays de lutter contre la crise sécuritaire est devenu un prétexte pour éteindre les voix discordantes. C'est l'avis du secrétaire général adjoint du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples en ce qui concerne les séries de réquisitions ces derniers temps. Des réquisitions prises en vertu du décret portant mobilisation générale et la mise en garde prise en avril 2023. Pour Christophe Bado, une loi doit être de portée générale et impersonnelle, mais les autorités se franchissent de cette règle. Quand vous regardez même les dispositions de la loi, prenez ne serait-ce que l'article 5, pour vous montrer que la loi, il n'en a qu'une. Il s'en fout même de cette loi, de ce décret portant mobilisation générale. Son article 5 dit quoi? Que les personnes concernées sont les FDS en position de non-activité et les jeunes gens de 18 ans ou plus. Et les jeunes gens de 18 ans ou plus. Dites-moi,
est-ce que Issa Kalengani est un jeune gens? Quand vous prenez, comment on appelle ça, Ablassé Ouedraogo, est-ce qu'il rentre dans ces critères-là? Christophe Bado juge que ces différentes réquisitions sont ciblées et ne visent que les leaders de la société civile, les syndicalistes, entre autres, qui sont critiques vis-à-vis des actions du pouvoir, celles qui jouent le rôle d'interpellateur et de force de proposition. Quand vous regardez les organisations interpellatrices qui organisaient donc les meetings du 31 octobre, il était question de revenir sur la question des enlèvements. Dans un état de droit, on ne peut pas enlever des citoyens sans qu'on ne sache pourquoi. Aucun contexte, ni de guerre, ni d'autres crises, ne peut justifier que dans un état de droit, on puisse enlever des citoyens de cette manière-là. Les disparitions forcées, nous avons dit que c'est des choses qui sont inacceptables. Et je pense que la justice vient de nous rappeler le cas de Sansan Kambou, où la justice, le tribunal administratif de Ouagadougou vient de demander à l'ANR de relaxer Sansan Kambou. Le défenseur des droits de l'homme va plus loin. Il estime que beaucoup de critiques émises à leur endroit tendent à les opposer aux forces de défense engagées sur les théâtres des opérations. Pourtant, leur organisation ne travaille que dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Quand ceux qui nous critiquent sortent à la télé, à la radio, c'est pour nous opposer automatiquement aux forces de défense et de sécurité et aux VDP qui sont sur le front. Alors que notre combat, nous l'avons toujours dit, quand vous prenez l'ensemble de nos déclarations depuis la crise, le début de la crise sécuritaire, c'était toujours de demander l'amélioration des conditions de vie et de travail des FDS, pour qu'ils puissent effectivement donc mener leur travail et permettre de libérer notre pays. Parce que nous avons tous des frères, nous avons tous, il n'y a pas un Burkinabé aujourd'hui qui n'a pas impacté par la crise sécuritaire. Et nous voulons tous en sortir. Chaque institution doit jouer son rôle en cas d'acte répréhensible et non laisser la liberté aux autorités de la transition de toute décision, ajoute ce dernier. Nous avons la justice, nous avons ce qu'on appelle donc en ce qui concerne la communication, le Conseil supérieur de la communication qui doit pouvoir jouer leur rôle lorsqu'on pense effectivement qu'il y a un citoyen, lorsqu'on pense qu'une organisation de la société civile, lorsqu'on pense qu'un syndicat a posé des actes qui sont répréhensibles et qu'il faille donc les traduire devant ces institutions-là pour que ces institutions-là puissent se prononcer sur son sort. Et non laisser la liberté donc au pouvoir MPSR de décider de qui effectivement donc peut aller au front. Le souhait émis est que les autorités puissent revenir à de meilleurs sentiments, garantir la liberté et davantage se concentrer sur l'essentiel, la reconquête et la sauvegarde de l'intégrité territoriale au bonheur du peuple burkinabé, conclut le secrétaire général adjoint du MBDHP. L'audience du procès affaire Charbon-Fin s'est poursuivie ce mardi. Les débats ont porté sur la qualité juridique du professeur Arsène Yonli, un consultant du parquet qui a remis en cause les résultats de l'expertise judiciaire. Pour la défense, il n'a pas qualité à remettre en cause l'expertise qui révèle que la quantité d'or contenue dans le charbon-fin est inférieure à ce qui avait été déclaré par Issa Kane. Le professeur Arsène Yonli était donc face aux experts Alain Gomina et Joël Ilboudou. Le compte-rendu est signé Les débats étaient houleux dans la salle d'audience du tribunal de grande instance Ouaga 1 ce 7 novembre sur la qualité du professeur Arsène Yonli. Ce dernier a déclaré devant le tribunal que le rapport d'expertise n'est pas sincère. En sa qualité de professeur titulaire en chimie, il a été appelé par le parquet pour apprécier le rapport d'expertise sur le charbon fin. Selon sa déclaration, au regard du taux d'humidité et de l'absence de carbone dans le corps examiné, il est clair qu'il ne s'agit pas de charbon fin, mais de minerai. La défense remet en cause la qualité du professeur car il n'agit pas en tant qu'expert. S'il intervient en tant que témoin, une procédure doit être respectée, ce qui n'a pas été le cas selon l'avocat de AM Gold Issa Kane. Alors aujourd'hui, le tribunal a admis avec nous et avec d'ailleurs les conseils de l'ENLAC, que judiciairement parlant, M. Yonli ne peut pas être un expert. Maintenant, s'il est entendu comme une personne que le tribunal veut bien entendre, il y a des conditions qui sont prévues et la loi dit que soit s'il intervient pour remettre en cause le rapport judiciaire, des experts judiciaires, soit le tribunal passe outre ce qu'il a dit et on continue, soit si le tribunal décide de tenir compte de ce qu'il a dit, alors il y a un régime juridique qui doit être suivi, à savoir que le dossier est renvoyé pour que les gens puissent prendre des dispositions
sur ce qu'il a dit. Après cette étape, les experts ont présenté le rapport d'expertise judiciaire. Il ressort que le charbon fin contient 765 grammes d'or par tonne, ce qui est inférieur à la déclaration faite par la société minière au service étatique, fait observer Maître Pierre Yanogo. Donc, vous avez suivi avec nous de la projection des experts sur leur travail. Les teneurs qu'ils ont trouvées sont de l'ordre de 765 grammes par tonne dans le charbon fin, en termes d'or. Par contre, nous avions déclaré à l'État burkinabé que la teneur de l'or contenue dans notre charbon fin est de 831 grammes par tonne en moyenne. Voilà la précision que je voulais apporter. Les experts ont précisé qu'il n'y a pas d'autre méthode d'expertise plus fiable utilisée dans les mines. L'audience reprend ce mercredi 8 novembre à 9h. Page sport de ce 20h, la 10e journée du championnat national a refermé ses portes avec le face-à-face Salitas FC et l'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso. Les académiciens de Ouaga 2000 se sont fait surprendre au stade municipal de Ouagadougou. Score final donc 1-0 en faveur des fonctionnaires. Les temps forts de cette compétition avec Yassine Sawadrou. L'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso surprend le Salitas à domicile. En clôture, la 10e journée du championnat national de Ligue 1, l'ASFB a tapé là où il fait plus mal. Dans cette rencontre, tous attendaient forcément la victoire des académiciens de Ouaga 2000. La première partie a laissé le public sportif sur sa soif. Les choses vont véritablement changer en seconde partie, tout d'abord avec l'expulsion du gardien de but de l'ASFB, mais les buffles vont rester dans le match. À la 60e minute, sur un centre, c'est Boubacar Djira qui, de la tête, ouvre le score et donne l'avantage aux siens. Les fonctionnaires manqueront de peu pour doubler la mise sur cette frappe. Les colonnes de Ouaga 2000 vont tenter de revenir au score par tous les moyens. Ils obtiendront même un penalty. Penalty contré par la barre transversale. Les académiciens, encore et encore, mais tout sauf le but égalisateur jusqu'au coup du sifflet final. Certainement un 0-100 pour Salitas. Ça arrive, c'est le football, c'est le dieu du football qui n'était pas avec nous ce soir. Mais on pense que ça va aller avec le temps. Cette défaite, on est toujours sur le bon chemin parce qu'il y a toujours 5 ou 6 matchs avant la trêve. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on va se ressaisir avant la trêve. Une victoire très importante pour l'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, selon le coach, mais indexe en même temps le corps arbitral. Une superbe sensation, ça ne s'explique pas. C'est magnifique ce que les garçons ont fait ce soir. Je pense qu'on va essayer de continuer sur cette lancée-là, Inch'Allah. Il n'y a pas de secret, c'est de la détermination. Voilà, il nous devait ces 3 points-là, on est venu les chercher, c'est tout. C'est pas jouer les pompiers, c'est essayer déjà de sortir de ce marasme-là et puis essayer de se projeter sur autre chose. Dans la douleur, sans trop m'attarder sur certains faits de jeu, je ne vais pas entrer dedans, mais je suis désolé sincèrement. Si c'est comme ça, on doit officier les matchs. Je m'excuse, mais je suis désolé. On peut faire mieux. Cette défaite des Colombes de Ouaga 2000 les classe 8e à l'issue de la 10e journée, eux qui pouvaient se faire quelques places. La SFB, avec sa victoire, reste avant-dernier au classement et se doit d'enchaîner des victoires pour sortir de cette zone rouge. Actualité hors de chez nous pour terminer ce lundi. Un nouveau massacre dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun a fait une vingtaine de morts, dont des femmes et des enfants. Depuis 7 ans, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendantistes et les forces de sécurité. Suivons. Une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lundi dans l'attaque d'un village par des séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité. Cette tuerie laisse encore sous le choc les habitants du petit village d'Egbekao. En plus des morts, 10 personnes grièvement blessées seraient à l'hôpital, selon un haut responsable de l'administration de la région. Les terroristes sont arrivés très tôt le matin et ont attaqué la population.
les civils. Nous sommes vraiment stupéfaits de voir cela. Et le bilan que nous venons de dresser montre que nous avons enregistré une vingtaine de personnes tuées. Début juillet, Amnesty International avait de nouveau signalé des atrocités dont sont victimes les civils, des homicides, y compris de femmes et d'enfants, des tortures et des viols, perpétrés par les séparatistes armés comme par des membres des forces de sécurité. Les forces de l'ordre sont sur le terrain pour calmer la situation. Et les recherches se poursuivent afin que les terroristes qui ont perpétré ces actes barbares soient arrêtés et poursuivis. Ces séparatistes anglophones qui se font appeler les Ambazoniens s'attaquent fréquemment à des civils qu'ils accusent de collaborer avec Yaoundé. Le conflit fait suite à une violente répression de la part du chef de l'État Paul Biya sur des manifestants pacifiques anglophones qui s'estimaient marginalisés par le pouvoir central dans cette ancienne colonie française. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.